Bien, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux dans une si belle journée d'octobre qui nous fait vanter les mérites du réchauffement climatique. Le sujet de ce soir, c'est la politique musulmane de la France. Alors, c'est quelque chose qui paraît relativement mystérieux, mais en fait, c'est par pure méconnaissance du sujet, dans la mesure même où ce terme se retrouve de façon perpétuelle dans toutes les archives françaises concernant le monde musulman et aussi l'arrivée des musulmans dans la société française dans les premières décennies du XXe siècle, allons à la limite jusqu'à 1962, où le terme musulman semble brusquement disparaître des documents administratifs français comme une espèce d'amnésie qui tombe au moment, disons, des accords d'Évian. Alors, il fut un temps, n'est-ce pas, où la France se présentait comme étant une grande puissance musulmane, et c'était quelque chose que les ministres déclaraient à la Chambre des députés et autres. Il n'y avait aucune hostilité dans ce terme. C'était bon, il y avait d'autres puissances musulmanes. Il y avait la Grande-Bretagne. Avant 14, il y avait la Russie. Et même la Hollande. C'était ça, les grandes puissances musulmanes. Et donc, ce sujet, en réalité, n'a pratiquement pas été étudié. Et c'est ça qui était absolument navrant. On découvre aujourd'hui l'existence d'une vaste réflexion qu'on peut appeler une réflexion de la pensée coloniale française, mais qu'on cesse de la prendre comme un terme péjoratif, etc. Les coloniaux avaient des intellectuels, ils avaient des experts, ils avaient des penseurs, et ils ont réfléchi pendant des décennies, et cette politique musulmane de la France était l'un des produits des centres de réflexion d'une pensée coloniale qui était une pensée vivante. Et cette pensée n'a jamais été étudiée jusqu'au moment où mon ami Jalil Asbey s'est lancé déjà depuis un certain temps, que je n'oserais pas qualifier parce que sinon elle me donnerait des coups de pied, dans les labyrinthes d'archives, parce que toutes ces archives sont des labyrinthes, concernant donc cette fameuse politique musulmane de la France. Alors, Jalila, tu peux d'abord expliquer pour moi brièvement comment s'est constituée cette politique musulmane et quelles étaient les instances. Oui, bonsoir et merci à tous d'être là. Je dirais que la politique musulmane de la France était une politique impériale qui a eu plusieurs acteurs, l'État français, les représentants de l'État français dans son empire musulman, plus les fonctionnaires, ce que j'appelle les fonctionnaires savants experts, qui étaient en interaction avec l'Église catholique. Donc, en quelque sorte, ils étaient les représentants de l'Église catholique dans un certain nombre d'institutions. Et dès le départ, en fait, dès que la France a la certitude qu'elle va avoir un territoire continu en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, l'idée a germé, enfin, vu la résistance que les Français rencontrent au moment où ils essayent de dominer cette partie du monde, on va commencer à réfléchir à la question comment gérer cet empire musulman qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît que par la résistance, une résistance qui se fait au nom de l'islam et au nom de l'islam religion. Or, il se trouve que une république ne peut pas gouverner par le religieux. Donc, on va essayer de réfléchir à comment procéder pour rester dans une gestion
à la fois religieuse et profane, et tout en étant à la tête de cet empire. Donc on va penser dès le départ à un intermédiaire. Et on est déjà dans une logique impériale, c'est-à-dire qu'on a parfaitement conscience à ce moment-là, au moment où la Troisième République est en train de s'étendre, qu'elle est en train de construire un empire. Et les seuls empires en dehors de la culture, je dirais antique et impériale des hommes de la Troisième République, vous avez un empire qui est sous les yeux des gouvernants français, et ça va être l'exemple à suivre. C'est-à-dire que on sait qu'il y a l'Empire ottoman, et c'est un empire vivant qu'on connaît très bien depuis déjà plusieurs décennies, et on va essayer de l'imiter dans la structure hiérarchique de gestion de populations musulmanes. Donc ça va être vraiment l'exemple, et dès le départ, on va penser trouver un cheikh al-Islam pour le mettre à la tête de cet empire musulman, avec un certain nombre de structures, évidemment, et les secondes structures allaient être les confréries, pour pouvoir contrôler et gérer l'ensemble des musulmans. Donc je peux continuer. Donc dès 1902, en fait, le choix se porte très clairement sur le sultan du Maroc, et parce que on considérait à ce moment-là que c'était celui qui avait le plus de légitimité à gouverner les musulmans, et qu'il serait accepté, en tout cas par l'ensemble des musulmans d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Et seulement à ce moment-là, à ce moment-là, on va très vite se heurter. Donc c'est quelque chose qui est là. On va très vite se heurter aux représentants de la France dans les territoires, qui ne pensent pas du tout à gouverner les populations musulmanes, en tout cas à cette question de la centralisation du pouvoir de la gestion de l'empire. Donc on va, je dirais, la présidence du Conseil et les différents ministères vont se heurter très très vite à la résistance de leurs représentants dans les territoires sous domination française. Et là, il faut attendre. Donc on va, en même temps, je vais dire, cette recherche d'une politique pour pouvoir gérer l'empire musulman va générer très très vite une demande de savoir, qui va être à la fois une demande de savoir militaire et une demande de savoir universitaire. Et c'est cette demande-là qui va aboutir plusieurs années plus tard à la constitution d'un certain nombre de structures pour gérer l'empire. Dans les années devant cette résistance, pour revenir à la résistance des représentants, chacun des ministères va avoir sa propre structure qui est dédiée aux affaires musulmanes. On va avoir le ministère de la guerre qui va avoir son service des affaires musulmanes, le ministère des Affaires étrangères qui va avoir son service des affaires musulmanes. Vous allez avoir le ministère de l'Intérieur qui va avoir son service des affaires musulmanes. Et il faut attendre vraiment 1911 pour que tous ces services se fondent en un seul service qui s'appelle le service de qui s'appelle la Commission interministérielle des affaires musulmanes. Et dans cette commission qui est créée en novembre 1911, vous allez avoir l'ensemble des représentants des ministères, plus l'ensemble des représentants
des protectorats, protectorats, colonies, mandats, beaucoup plus tard, qui vont être là. Et l'ensemble des questions, donc c'est au départ, on le pense comme un organe centralisateur qui allie à la fois cette demande de savoir, donc centralisation de la documentation, centralisation de la production intellectuelle universitaire et centralisation également des renseignements à la fois militaires et ministère de l'Intérieur. En même temps, on le pense comme ayant la synthèse de l'information, on pensait qu'il allait pouvoir au moins donner une idée ou des directives pour unifier cette politique musulmane à partir de la métropole. Seulement les débats, donc cette commission va se réunir plusieurs fois, au moins une fois par mois. Elle le fait régulièrement, parfois plus d'une fois par mois. Et d'après les procès-verbaux de cette commission interministérielle des affaires musulmanes, on se rend parfaitement compte des intérêts des uns et des autres. C'est-à-dire que vous allez avoir à certains moments des affrontements avec les ministères dont dépendent chacune des possessions françaises. Je rappelle ici qu'il y avait plusieurs régimes. Donc le régime de colonie qui était celui de l'Algérie, celui de l'Afrique équatoriale française et de l'Afrique occidentale française. Et vous aviez les deux protectorats, le Maroc et l'Algérie, qui étaient des protectorats. Et un peu plus tard, après... Pardon, Tunisie. Oui, voilà, Tunisie. Pardon. Et beaucoup plus tard, vous allez avoir le régime des mandats après la Première Guerre mondiale. Donc, dans cette commission interministérielle des affaires musulmanes, elle va être à la fois monopolisée par la question algérienne. Je veux dire, il y a un véritable monopole sur les questions, au point que la commission va lui consacrer plusieurs séances. Et en même temps, elle va être paralysée par les différents conflits entre les différents ministères qui n'ont pas les mêmes intérêts dans l'Empire. En plus de ça, vous allez avoir donc la commission, face à cette paralysie, la commission va traiter de questions, je dirais, qui relèvent beaucoup plus de la gestion du culte que de la gestion à proprement parler de gestion de l'Empire, de gestion politique de l'Empire. Donc on va s'attacher à traiter de questions telles que le pèlerinage, la création d'hôtelleries à la Mecque, et un certain nombre de petites choses comme ça qui vont aboutir à la fin, qui vont se concrétiser, mais qui ne se concrétiseront qu'après la Première Guerre mondiale. Merci. Alors donc, pour bien comprendre, pour nous c'est des notions évidemment évidentes, mais pour que la France républicaine se pense en empire, il a fallu d'abord une opération intellectuelle qui est celle de la fin du XIXe siècle, tout simplement parce que jusque-là, le terme d'empire était réservé à des puissances continentales qui pouvaient s'étendre sur plusieurs continents. Et c'est quand les Britanniques commencent à partir du début des années 1880 à se dire empire, British Empire. Et donc, à ce moment-là, apparaît la notion qu'un empire n'est pas nécessairement une continuité territoriale comme l'Empire russe ou l'Empire ottoman, mais peut être quelque chose qui devient ultramarin, outre-mer. Et donc, contrairement aux Anglais, qui vont finir à la fin par construire un système administratif qui s'appellera le British Empire, le terme d'empire va être totalement courant
dans la production intellectuelle et politique française, mais pas dans les termes administratifs, sauf peut-être de mes souvenirs sous Vichy, où il doit y avoir un moment un conseil de l'Empire, où c'est De Gaulle qui a un conseil de l'Empire, mais c'est relativement tardif. Alors, ce qu'il y avait, c'est qu'aussi, depuis 1882, la France, enfin 1880 en fait, était obsédée, mais pas que la France, par la menace islamique, qui s'appelait à l'époque le pan-islamisme, alors qui était à la fois une réalité, parce qu'il y avait en effet des intellectuels qui essayaient de rallier l'ensemble des musulmans du monde dans la résistance au colonialisme européen, mais il y avait aussi un mythe. Les Français avaient inventé une pseudo-menace islamiste, enfin islamique à l'époque, pan-islamique, pour justifier l'occupation de la Tunisie en 1880. C'est exactement comme d'autres peuvent inventer du terrorisme ou des armes de destruction massive pour envahir le pays. Donc ça avait fait rigoler à la fin quand on se demandait où était passée la menace qui avait obligé la France à faire la conquête de la Tunisie. Mais il n'en était pas moins vrai que très tôt, ça c'est une spécificité française qui dure jusqu'à aujourd'hui, que les Français avaient le sentiment que s'il se passait quelque chose quelque part dans le monde musulman, où les Français seraient impliqués, bien, ça avait des répercussions autre part. Et donc, si on faisait quelque chose au Maroc, on pouvait avoir des problèmes en Syrie. Et s'il se passait quelque chose en Iran ou en Afghanistan où les Français étaient impliqués, on aurait des problèmes en Tunisie ou en Afrique noire. Et il ne s'agit pas de voir justement que le monde musulman est un ensemble indistinct, mais de voir le monde musulman comme une caisse de résonance. Et donc, par conséquent, chaque initiative, chaque action française dans une partie du monde musulman doit prendre en compte les répercussions sur le reste du monde musulman. D'où la nécessité de réunir une documentation et un savoir. Donc, à côté de la commission interministérielle, pour servir aux travaux de la commission, il y a ce qu'on appelle la revue de la presse du monde musulman, c'est-à-dire que tous les consulats et ambassades françaises dans l'ensemble ou colonial réunissent de la documentation, de la presse, font des extraits de presse qui sont renvoyés à Paris, et donc les membres de la commission, avec évidemment quelques semaines de retard, on ne vit pas dans le monde d'aujourd'hui en temps immédiat, donc peuvent par exemple discuter de telles décisions en fonction de ce qui a été dit dans la presse de Téhéran, dans la presse de Delhi, dans la presse marocaine ou tunisienne, etc. Malheureusement, cette revue de la presse a disparu des archives françaises, elle a été détruite, c'est une catastrophe. Enfin, on a des fragments, mais ça a été détruit en particulier parce qu'elle avait été donnée en partie à l'université de Paris de la Sorbonne, et qu'en 1969, au moment où l'université de Paris s'est effondrée pour être divisée aux universités actuelles, on a jeté des kilomètres de carton où cette revue de la presse musulmane existait. Donc je ne dirai pas le nom des responsables de cette catastrophe archivistique, mais c'est évidemment quelque chose d'assez irréparable qui s'est fait en 1969. À ce moment-là, ça prenait trop de place, il y avait trop de poussière et ça n'intéressait personne. Mais en revanche, les procès-verbaux de la commission existent. Alors, ce qui est amusant quand on regarde ces procès-verbaux, en particulier ceux de 24 heures, c'est magnifiquement expliqué dans le livre, c'est qu'évidemment, il y a un essai de centralisation à Paris, et il y a une résistance des institutions coloniales qui ne veut pas être soumise à Paris. Donc, avant 14, le débat est de savoir si la politique musulmane elle est gérée à Alger ou à Paris. Et puis arrive la Grande Guerre. Bien, juste sur la revue de presse, en tout cas, une bonne partie jusque dans les années 38, enfin jusqu'en 1938,
Vous avez des exemplaires aux archives de Nantes. Pour ceux que ça intéresse, ce n'est pas anodin, c'était vraiment un travail de fourmi qui était fait par ceux qui faisaient qui faisaient les revues. Et en même temps, ces revues étaient communiquées à l'ensemble des représentants de la France, donc dans son empire, et à l'ensemble des ministères et des fonctionnaires présents au sein de la commission interministérielle des affaires musulmanes. Tout ça pour dire qu'il y avait une circulation de l'information qui n'a rien à envier à la circulation avec quelques jours de retard, mais qui n'a rien à envier à la circulation de l'information de nos jours. Hein. Oui. Voilà. En tout cas, c'était de véritables synthèses et c'est très intéressant d'aller y jeter un coup d'œil quand on s'intéresse au monde musulman, parce que vous allez avoir des articles d'Al-Qibla et beaucoup d'autres comme ça auxquels on ne pouvait pas avoir accès de Paris. À partir de 1914, enfin, je veux dire, quand l'Empire ottoman déclare le djihad avec les Allemands, la France et la Grande-Bretagne vont paniquer, pour dire le mot de manière assez triviale. Ça va être vraiment une grande panique, et on a pensé pendant un moment, en tout cas pendant les premiers mois, que l'Empire musulman allait se soulever, que l'ensemble des musulmans allaient se soulever contre les dominateurs qui étaient là. Et on va repenser à la question du califat. À ce moment-là, en même temps, je dirais que la commission interministérielle des affaires musulmanes va reprendre les choses en main, et elle va s'imposer comme organe centralisateur, décideur en même temps, même si elle ne formule encore une fois que des avis, mais elle est réellement décideur dans la politique qui va être suivie pendant toute la période de la Première Guerre mondiale et jusqu'à à peu près 1926-27 avant de décliner à nouveau. Donc la question du califat va revenir pendant ces premiers mois de la Première Guerre mondiale, et on va sérieusement penser à installer le sultan marocain comme calife de l'ensemble de l'empire musulman français. On le pense de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on est déjà après la loi 1905 dans la question de la séparation de l'Église et de l'État, et c'est Lyautey qui va poser cette question, qui va pousser dans ce sens-là, mais sur le modèle du Vatican. C'est-à-dire qu'on sort à peu près du modèle ottoman, en tout cas du modèle califal tel qu'il est pensé ou tel qu'il a été théorisé par les musulmans eux-mêmes, et du modèle ottoman lui-même, mais on va se diriger vers quelque chose qui serait l'équivalent du pape au Vatican. Donc Lyautey, avec quelqu'un qui était extrêmement brillant et qui a fonctionné aussi bien au Maroc qu'en Égypte, qui s'appelle Gaillard, et que Henri Laurence a beaucoup rencontré et beaucoup côtoyé aussi aux archives. Ils vont poser un projet qui était le suivant, c'est-à-dire on fait du sultan du Maroc le shérif le calife, pour l'opposer à la fois et en même temps on est dans une logique d'opposition, c'est-à-dire pour l'opposer à la fois au shérif de la Mecque si jamais la Grande-Bretagne le nommait, et au roi égyptien si jamais là encore l'Angleterre décidait de nommer calife
le roi égyptien. Donc, la discussion va porter principalement, et là, les jeux de pouvoir, encore une fois, vont se révéler à la fois entre le gouvernement d'Algérie et la résidence marocaine, qui, l'un comme l'autre, n'avait qu'une envie, c'est de pouvoir dominer les voisins. Que ce soit le protectorat marocain en la personne de l'IOT ou le gouvernement algérien en la personne de l'UTO, leur ambition, c'est d'étendre leur pouvoir sur l'Afrique subsaharienne et sur soit les deux protectorats voisins, soit le gouvernement et le protectorat voisin, plus l'AOF et l'AEF. Hein. Donc la question va être discutée. Et on va se retrouver face au dilemme qui est et on va avoir vraiment la confrontation entre les radicaux de gauche et je dirais la droite catholique, qui pour les uns, il fallait absolument avoir ce calife, mais qu'on pensait simplement, en fait le calife était pensé comme un personnage devant gouverner l'ensemble des musulmans, le faire reconnaître par l'ensemble des musulmans de l'Empire, mais en même temps avoir au-dessus de lui la puissance coloniale qui est la France. Donc séparer en deux ce qui est religieux et ce qui est temporel. Et donc en même temps créer des liens entre les différentes possessions françaises en Afrique, et on pensait déjà au Levant, parce que le projet de l'IOT va être défendu plus tard par le haut commissaire au Liban. Donc c'est finalement l'UTO qui l'emporte sur l'IOT, parce que pour plusieurs raisons, il ne l'emporte pas comme ça. Enfin, il y a eu plusieurs raisons. La première, c'est qu'on se rend très vite que l'Angleterre n'a absolument pas l'intention de nommer qui que ce soit calife. Et la deuxième, on se heurte à la gestion du culte en Algérie, qui fait que à la fin, on va opter pour une structure qui est beaucoup plus légère, qui est beaucoup plus acceptable pour tout le monde, et ça va être la société des Habous et des lieux saints de l'islam, hein, qui va être chargée de la construction de la mosquée de Paris par la suite. Alors l'origine de cette société des Habous et des lieux saints de l'islam, elle vient de la mission en 1916 auprès du shérif de la Mecque. Et c'est Sikadour Ben Gabrit qui avait été choisi à l'époque pour la mener. Et cette mission, qui était une double mission, en fait, une mission politique à la tête de laquelle il y avait Ben Gabrit, et il y avait une mission militaire à la tête de laquelle il y avait le colonel Brémond. La mission politique va être choisie pour représenter l'islam de France et de l'Empire français, tout en insistant bien sûr sur le fait que la mission n'était absolument pas religieuse, mais politique, mais qu'elle n'entendait pas, que ce n'était pas un signe au shérif Hussein de sa nomination ou de sa prédominance sur le monde musulman, mais simplement l'aider à sortir de la domination ottomane, puisque à ce moment-là, la Mecque était sous domination ottomane. Donc Ben Gabrit, qui avait déjà joué un très grand rôle dans l'établissement du protectorat sur le Maroc,
va être chargé avec d'autres représentants qu'on a pris dans le milieu religieux, Maroc, Tunisie, Afrique occidentale française et Afrique équatoriale française, Algérie, pour représenter cette France. Et ce sont ces personnalités-là qui vont constituer la Société des Habous et des lieux saints de l'islam en 1916, et le projet de mosquée est relancé à ce moment-là. Donc là, si j'en parle, c'est parce que c'est vraiment la seule solution que le gouvernement français métropolitain trouve pour centraliser la question religieuse en France. Enfin, la question religieuse musulmane en France. Et donc, on va confier à cette Société des Habous et des lieux saints de l'islam la construction de la grande mosquée qui va être inaugurée en 21. Et l'ensemble des questions, elle va traiter, donc cette société va traiter des questions purement religieuses telles que le pèlerinage, l'inhumation des musulmans présents sur le territoire français à ce moment-là, parce que la guerre va générer des arrivées à la fois d'une main-d'œuvre assez importante et de soldats qui ont combattu, qui se retrouvent sur le territoire français. Et la discussion, dans ce cas-là, s'occupait du culte, des questions du culte, aussi bien en Algérie qu'au Maroc qu'en Tunisie. Il faut bien comprendre, et ça c'est toujours fascinant quand on parcourt les archives, c'est comment on glisse d'un vocabulaire à l'autre sans que les acteurs n'en s'en rendent vraiment compte. Donc, quand Lyotet Gaillard lance la discussion sur le califat, la France doit avoir un califat parce qu'on soupçonne aussi que les Anglais veulent avoir un califat. Donc, on pourrait laisser un califat ottoman subsidiaire, plus un calife anglais, plus un calife français. Il faut bien comprendre que la Grande Guerre, c'est aussi une guerre pour le contrôle de l'islam. Et donc, les termes qui sont utilisés dans le vocabulaire administratif en 1915, c'est califat d'Occident. Et en 1916-17, quand Gabrit va au Mahedjas, on parle d'islam de France. Et c'est ce moment, donc il y a maintenant plus d'un siècle, qu'émerge ce terme islam de France, et qui n'est pas du tout une création récente. Et alors, en même temps, il y a de nouvelles réalités qui sont en train de se produire, parce que toutes les discussions que l'on avait en interministériel portaient sur un espace qui était ultramarin, qui était l'espace où il y avait des musulmans, soit des colonies françaises, soit des protectorats français, soit des départements français, parce que l'Algérie est à la fois colonie et département, et soit, à partir de 1919, des mandats, enfin un mandat, parce qu'on n'a qu'un seul mandat, sur les États dits du Levant, tel que ce sera ensuite juridiquement établi en 1922 lors de l'adoption de la charte des mandats par la Société des Nations. Et donc, ce qui est nouveau, c'est tout simplement que là, jusque-là, il y avait une petite présence musulmane française. Les premiers musulmans qui arrivent réellement dans la société française, on peut toujours trouver évidemment des tombes musulmanes datant de 1200 ans, quelque part dans le sud de la France, ça existe, je ne nie pas. Mais la première présence permanente et structurée de musulmans français dans la société française, ce sont les réfugiés dits d'Égypte qui accompagnent l'armée de Bonaparte en 1801. Et il y a environ 3000 musulmans qui arrivent dans les fourgons de l'armée française et qui feront d'ailleurs, entre autres, les fameux Mamelouks de Napoléon, et qui feront les campagnes napoléoniennes. Et donc, à partir de 1801, vous avez des soldats musulmans dans l'armée française, vous avez des musulmans présents de façon durable. En France, ensuite, avec la conquête de l'Algérie, vous avez l'arrivée dans les armées du Second Empire des Zouaves,
Hein, le zouave du pont de l'Alma, c'est pas pour rien qu'il arrive. C'est des combattants musulmans qui ont battu dans l'armée française de la guerre de Crimée. Et évidemment, en 1914, l'armée d'Afrique qui débarque en métropole et dont les conséquences sont multiples. Toute la langue érotique française va être transformée par l'arrivée de l'armée d'Afrique. Le kleps, le toubib, le flouz, le kelb, le kleps, tous ces mots arabes qui arrivent dans l'argot français viennent de l'armée d'Afrique et passent ensemble de l'armée française durant la Grande Guerre. Et puis, vous avez évidemment, et là c'est encore plus durable que la présence militaire, l'arrivée d'ouvriers. Il se crée durant la Première Guerre mondiale un prolétariat ouvrier musulman parce qu'on les a fait venir pour faire tourner les usines de guerre, en même temps qu'on a fait venir des Portugais, des Chinois, des Indochinois, enfin, on a fait flèche de tout bois, c'était la grande épreuve. Mais toujours est-il que quand la guerre est terminée, il existe maintenant une présence française, musulmane durable dans la société métropolitaine, en particulier dans la classe ouvrière. Et comme on a perdu tellement de gens, il n'est pas question qu'on les renvoie dans leur terre d'origine. On a besoin d'ouvriers. Et donc, il y a cette réalité prolétarienne musulmane qui est en train de se créer. Et évidemment, la commission interministérielle et les gens qui l'accompagnent vont s'interroger sur l'existence de cette population musulmane en métropole française. Oui, donc les premières structures qui vont émergent qui s'occupent des musulmans émergent d'abord pendant la guerre. Donc on va avoir plusieurs foyers avec des salles de prière, avec une sollicitude de la part de la population française, ou du moins parisienne en général. On va avoir les premiers carrés musulmans qui vont être là et qui ne posent pas problème. On pense très vite à des structures médicales dédiées aux musulmans en particulier. Je dirais les cafés morts, enfin on commence à installer les cafés morts, enfin bref, on veut créer à Paris et dans les grandes villes françaises une atmosphère orientale pour rappeler aux soldats leur pays, ou en tout cas pour qu'ils se sentent aussi bien en France que chez eux. La commission interministérielle des affaires musulmanes encourage parce que ce soit son président ou un certain nombre de ses membres sont souvent des présidents d'honneur ou impliqués dans les associations qui se créent pendant cette période-là et qui s'occupent des musulmans. Par ailleurs, la commission dans cette période-là va pousser, en fait, va exercer, que ce soit la commission d'un côté, plus le Parlement et le Sénat de l'autre, vont exercer une grande pression sur le gouvernement algérien sur la question des droits et sur la question du code de l'indigénat. Et en même temps, elle va pousser à la naturalisation. Quand je dis naturalisation, bien entendu, c'est l'octroi de la citoyenneté française, parce qu'on oublie souvent que les Algériens sont français, mais simplement sujets français, donc privés de droits politiques. Or là, après 1916, la question va porter vraiment sur l'octroi de la citoyenneté et de la citoyenneté à l'ensemble, c'est-à-dire que même les protégés marocains et tunisiens étaient concernés par la mesure. Donc elle va s'appliquer plus tard, mais de manière très discrète. Enfin, voilà. En tout cas, il y a une réelle volonté, je dirais, d'intégration de l'Empire à la métropole à ce moment-là. Quelque chose qui va disparaître après 1923,
à cause justement de cette concentration. C'est-à-dire qu'une fois passé la guerre, une fois la reconstruction de la France commencée, c'est une population qui va s'intégrer au milieu ouvrier et qui va rester pauvre. C'est-à-dire que bon, on ne voit à peu près plus de soldats. Voilà, enfin la guerre est loin, mais par contre on commence à rencontrer un certain nombre de problèmes réels de gestion de cette main-d'œuvre qui est là et qui se concentre dans des quartiers, dans les bidonvilles, quartiers pauvres. Et en même temps, on n'en veut pas. Elle devient visible très vite aussi parce que c'est une population qui est extrêmement jeune, qui n'a qu'une envie, c'était celle de vivre. De vivre et de travailler à la manière des ouvriers français et qui n'avaient aucune demande religieuse. Or, on va tout faire pour répondre à une demande religieuse que cette population ouvrière n'avait pas du tout à l'origine. Et donc là, c'est vraiment le gouvernement de la Seine qui va essayer de prendre en fait les rênes avec préfecture de la Seine qui va prendre les premières mesures et donc qui va installer les premières structures de contrôle, de gestion de cette main-d'œuvre. On prend prétexte sur un certain nombre de rixes et d'incidents, d'incivilités ou tout simplement de bagarres de bistrot pour impulser toute une politique de gestion et de contrôle qui va être calquée en fin de compte sur ce qui se pratiquait en Algérie. Donc on va créer des organismes de centralisation et en même temps de coupure de cette émigration de la population française. Donc on va lui créer ses propres infirmeries, l'ANPE, enfin un service ANPE interne, tout ce qui relève des démarches administratives sont concentrés sur la rue Lecomte, qui n'est qu'un exemple. D'autres structures comme ça vont être créées un peu plus loin. Donc l'arrivée, les départs, les rapatriements, etc. vont être gérés par cet organisme que, évidemment, la Commission interministérielle des affaires musulmanes va généraliser à l'ensemble du territoire. C'est un modèle qu'elle défend elle-même. Et à ce moment-là, on va commencer à avoir les représentants. En fait, ce qu'on n'a pas précisé au départ, c'est que dès sa création, la Commission interministérielle des affaires musulmanes s'adjoint des experts. Les premiers en 1911, c'est Edmond Douté qui va être suivi par Augustin Bernard, qui va introduire de son côté Louis Massignon et Robert Montane un peu plus tard. Voilà. Donc vous allez avoir un nombre d'universitaires spécialistes d'islam, questions du Moyen-Orient et du Maghreb qui vont intervenir dans cette commission et qui vont largement l'influencer dans un sens comme dans l'autre. Oui, il faut bien comprendre que l'arrivée des musulmans dans la société française, elle se fait très largement dans la classe ouvrière. Donc il y a un danger, classe dangereuse. En plus, ils sont musulmans, mais en plus, ils deviennent communistes. Parce que face à l'administration française qui veut contrôler cette population musulmane, il y a le Parti communiste français, et qui d'une part les prend comme des ouvriers, et d'autre part crée ou s'allie avec des mouvements qui viennent de ces musulmans. Donc au départ, par exemple, l'étoile nord-africaine de Messali Hadj est dans la mouvance du Parti communiste français, avec toutes les ambiguïtés. Mon maître, Maxime Brodasson, me racontait jadis cette anecdote que je trouve absolument
extraordinaire. Au début des années 30, Maxime, qui a une dizaine d'années, va avec ses parents à la fête de l'humanité. Et là, il y a un vendeur du journal de l'Étoile nord-africaine, Al-Umma. Donc l'unité, enfin, la communauté musulmane, si vous voulez, ou la nation, c'est pas très bien. Et le jeune Maxime, qui a 10-11 ans, demande au vendeur, ça veut dire quoi, Al-Umma? Et le vendeur lui dit, petit, l'Umma et l'Umma, c'est la même chose. Alors, c'est très drôle, mais en même temps, ça montre bien toutes les ambiguïtés, parce que je pense qu'en effet, pour beaucoup de gens, l'Umma et l'Umma, ça pouvait être la même chose au début des années 1930. Alors, l'autre chose, c'est que l'université française a toujours été malade dès sa création, donc il n'y a pas de raison que ça continue. C'est-à-dire qu'il a fallu toujours une action de l'État pour la pousser à faire autre chose que ce qu'elle faisait. C'est pourquoi la monarchie avait créé des écoles d'ingénieurs à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, que la Révolution avait créé des écoles de l'an 3, Polytechnique normale centrale Languedoc, et ainsi de suite. Et donc, après l'énorme effort que la Troisième République avait fait en créant la Sorbonne dans les années 1880, qui avait été une très belle réussite, de nouveau, l'État français avait un problème, c'est que les universitaires français voulaient s'intéresser de leurs propres problèmes et peu des autres problèmes. Donc l'État a été obligé de mener une politique volontariste, de créer des chaires universitaires spécialisées sur le monde colonial et l'islam, ce qu'on a appelé les chaires coloniales. Et en particulier, mon institution, le Collège de France, a été un des grands lieux d'accueil des fameuses chaires coloniales. C'est-à-dire qu'elles étaient financées directement par le ministère des colonies ou par les protectorats, et ce n'était pas sur le budget normal de l'université française. Alors, par ailleurs, il faut bien comprendre, par définition, dans les années 1920, quand on a des universitaires qui sont tous des anciens combattants. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, on va avoir deux personnages qui vont incarner pour le reste de la soirée cette politique musulmane, qui sont de deux grands universitaires. L'un, il a fait sa guerre de 14, une brillante, il a eu la croix de guerre, même si après avoir le fait, il a eu la croix de guerre dans les Balkans, dans l'armée de Salonique, si mes souvenirs sont bons. C'est Louis Massignon, déjà un jeune orientaliste bien connu, et qui l'État trouve finalement plus intéressant de l'attacher à M. Georges Picot. Il est donc le numéro 2 de la mission Georges Picot au Proche-Orient en 1918-1919. Puis il est ensuite un des négociateurs français sur les questions musulmanes à la conférence de la paix en 1919. Donc, quelque part, Louis Massignon, par ses attaches, c'est quelqu'un qui a des relations organiques avec le Quai d'Orsay. Et l'autre qui nous intéresse, mais il y en a d'autres dans ces chaires coloniales, c'est Robert Montagne, qui est un officier de marine. Bon, lui, il a fait la guerre dans l'artillerie, dans les tranchées. Puis, il passe par le Maroc de lieutenant et il va rendre de tels services à l'armée française au Maroc, qui va être quelque part dans les institutions l'homme de l'armée face à l'homme. Alors les deux hommes vont se côtoyer pendant des décennies, à la fois comme grands universitaires, créateurs d'institutions, mais en même temps comme ayant deux lignes très différentes à travers cette politique musulmane. Donc, dans le temps qui nous reste, tu peux nous évoquer un peu les personnalités opposées de Louis Massignon et de Robert Montagne? Merci. Bien, donc pour revenir sur la question de l'immigration et ses demandes, l'immigration ne demande pas, encore une fois, des lieux de culte, etc., mais elle demande l'enseignement de l'arabe. C'est-à-dire qu'elle va jouer sur... et là, on parle des intellectuels qui sont à Paris, et qui sont évidemment encouragés par un certain nombre d'intellectuels amoureux de la langue arabe, connaissant le monde arabe, enfin
Voilà. Donc la demande va être vraiment une demande d'enseignement de l'arabe aux enfants qui sont déjà là ou aux adultes qui n'étaient pas du tout alphabétisés ni dans une langue ni dans une autre. Et c'est une population jeune qui commence également, comme le disait Henri, à se politiser, et son premier parti, enfin le parti auquel elle se dirige, c'est le Parti communiste, bien entendu, comme à l'image de la classe à laquelle elle appartient. Dans cette période, et donc comme vient de le dire Henri Laurence, on va avoir deux personnalités qui vont avoir un cheminement différent et qui se distinguent différemment pendant la période de la guerre. Lui, Massignon, est au service de presse. On parlait tout à l'heure des synthèses de presse. Lui, Massignon, va passer l'ensemble, à peu près une grande partie de la guerre, en dehors des notes qu'il fait sur le califat en début de guerre. Il va passer toute la guerre dans le service de presse du ministère des Affaires étrangères. Et c'est lui qui était chargé non seulement de la traduction, mais de la constitution des synthèses. Donc voilà pour Massignon. Pour Robert Mentane. Robert Mentane est quelqu'un qui est également, comme Massignon, issu d'une famille catholique très pratiquante, etc., qui va rejoindre le Maroc parce que d'abord il a un frère qui est aux côtés de Lyautey. Et il démarre sa carrière au Maroc tout de suite après la guerre, après sa mobilisation. Donc lui fait la guerre, bien entendu. Donc Lyautey le prend sous sa protection, il lui confie un certain nombre de missions d'études dans le sud du Maroc sur la pêche, pour connaître les tribus, pour savoir un peu tout ça. Il fait et en même temps il étudie les courants marins, et il va à ce moment-là être particulièrement protégé par Lyautey, et qui va lui témoigner une grande confiance. Donc il va l'envoyer en pourparlers en 1925 avec Abdelkrim pendant la guerre du Rif, et c'est lui qui obtient sa reddition. Donc, esprit brillant, il va être très encouragé par Lyautey pour reprendre ses études. Donc, dans la foulée, il apprend l'arabe auprès de maîtres marocains. Il prépare une licence, et puis il prépare un doctorat qu'il soutient en 1930. Robert Mentane comme Massignon sont deux personnalités, enfin sont deux personnages qui côtoient Lyautey et qui sont très influencés par lui, mais en même temps, ils côtoient tous les deux l'ensemble du monde catholique, aussi bien en métropole qu'au Moyen-Orient, au Maghreb, c'est-à-dire qu'aucune congrégation ne leur échappe à ce moment-là. Ils sont très connus, très introduits, très écoutés l'un comme l'autre, et amis. Pendant que Robert Mentane était au Maroc, il va être encouragé par Louis Massignon à un moment, en tout cas jusqu'aux années 30, où il va effectuer une mission en Arabie Saoudite, qu'il publiera beaucoup plus tard sur Civilisation du désert. Et leur inimitié va démarrer au Palais Azam à Damas, parce que Massignon, qui le dirigeait avant Mentane, l'Institut français, d'études arabes. Donc Mentane est nommé et va prendre la direction après Massignon. Seulement, ils n'ont absolument pas la même vision de l'enseignement, enfin, disons, du rôle exact de cet institut.
Montaigne le pense comme un institut de formation d'un personnel de fonctionnaires très performants, connaissant l'arabe, connaissant la sociologie du monde arabe et du monde musulman. Massignon est beaucoup plus orienté vers la littérature, vers la connaissance de la civilisation, et donc donner une certaine importance à tout ce qui était culturel plutôt que orienté vers l'administration. Et donc on va commencer à avoir une divergence là, enfin une animosité qui commence à se faire jour, et qui va éclater beaucoup plus tard, au moment où Robert Montaigne va mettre sur pied l'ensemble des structures qui vont des structures en fait qui vont devenir en quelque sorte un gouvernement central de l'Empire, et qui s'appelle le Haut Comité méditerranéen d'Afrique du Nord et du Levant. Donc, et là, on a pratiquement une guerre entre Montaigne et Massignon et leurs partisans. Charles-André Julien est un partisan de Louis Massignon. Robert Montaigne a Jacques Berck. Il le forme, enfin c'est lui qui forme Jacques Berck et qui l'initie aux techniques de gouvernement et d'administration et de gestion des populations musulmanes au Maroc. Enfin, il était son stagiaire bien avant. Et sur ce fond, on va dire de guerre sur les orientations et les options de l'un et de l'autre, on va avoir une guerre purement religieuse qui concerne le dogme lui-même. Louis Massignon, partisan de l'égalité des dogmes musulmans, chrétiens, juifs. Robert Montaigne ne l'étant pas, considérant que le christianisme est la forme la plus réussie et la forme la plus réussie, et par conséquent supérieure aussi bien au judaïsme qu'à l'islam. Donc ces structures, et malgré cela, je dirais quand le gouvernement, enfin le Conseil de la présidence met en œuvre le Haut Comité méditerranéen, crée dans la foulée le SHEAM, quand je dis que c'est vraiment un gouvernement... Pardon, le SHEAM, le centre de hautes études d'administration musulmane, qui était destiné à former l'ensemble des agents et des fonctionnaires devant servir dans l'Empire français musulman. Donc il y a donc ce qui est lié par ailleurs au centre de politique étrangère, parce qu'on considère que l'Empire n'est bien sûr pas coupé de l'ensemble du monde, et donc ce qui se passe, ne serait-ce que par l'immigration en Amérique latine de populations musulmanes ou chrétiennes du Liban ou du Moyen-Orient, intéressait bien évidemment l'Empire français. Pour vous, la descendance du Centre de politique étrangère, c'est l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Donc, ce sont des institutions qui durent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, le Centre de politique étrangère a été créé par le recteur Charletti et Robert Montaigne. Exactement. Donc, avec donc à côté de ces structures gouvernementales, vous allez avoir un certain nombre de commissions qui vont être créées dans la foulée,
et qui vont s'occuper de la question de l'immigration. Et du même coup, font de la question de l'immigration une question impériale, dans la mesure où vous avez une immigration qui s'est, je dirais, intégrée, ou plutôt assimilée, et donc qui commence à contester le pouvoir français dans les territoires d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et vous avez une solidarité qui est là entre l'ensemble des nationalistes, et donc qui par conséquent a accès à la main-d'œuvre maghrébine pour simplifier, et étudiante orientale très très facilement. Donc on va créer, donc on en fait une véritable question de cette question d'immigration, on en fait une véritable question impériale, et on va créer plusieurs commissions et sous-commissions qui vont se retrouver, dans lesquelles vont se retrouver aussi bien Robert Mentane, Charles-André Julien, Charletti et Massignon et beaucoup d'autres, et qui vont être des sous-commissions de questions musulmanes, aussi bien du culte aussi bien du culte que de l'enseignement, de l'arabe, de l'intégration, etc. Et en même temps qui vont relever un certain nombre d'anomalies, et en même temps pour limiter la contestation. Ce sont ces sous-commissions qui vont plaider pour que les droits sociaux auxquels les migrants maghrébins étaient privés devaient être accordés aux pardon, je recommence ma phrase. En fait, en ce qui concerne les droits sociaux, les Maghrébins les migrants maghrébins qui étaient sujets ou protégés français en étaient privés jusqu'au rapport et aux études de l'une des commissions qui va plaider pour l'octroi des mêmes droits que les Français, les mêmes droits sociaux que les Français, et que le gouvernement, bien entendu, va appliquer à partir de 1937. Vous avez la question de la nationalité des enfants qui naissent sur le territoire français, de couples mixtes et d'enfants nés hors mariage, etc. La question des couples mixtes se pose aussi. Enfin bref, l'ensemble des questions qui se posent aujourd'hui étaient déjà là, et on essayait de les traiter et d'y répondre dans le cadre impérial. Ceci, enfin, tout en n'oubliant pas que la question se faisait sur un fond religieux. Et Massignon, Robert Mentane et lui Massignon vont se retrouver dans d'autres structures catholiques qui vont être les premières équipes sociales nord-africaines. Et ce sont les deux fondateurs de ces équipes-là qui vont être créées sur Paris, Lyon et dans d'autres, Marseille et dans d'autres villes françaises. Ces équipes vont entrer, elles sont pensées par Robert Mentane et Louis Massignon comme devant, en quelque sorte, protéger les migrants musulmans des communistes, d'abord de la propagande communiste, et deuxièmement, les protéger des structures gouvernementales qui sont la rue Lecomte et les autres structures qui existent en France. Voilà, alors il faut bien comprendre, bon, on a parlé d'un prolétariat musulman dans la société française, mais il faut aussi penser que dans les années 30 apparaissent une nouvelle catégorie d'individus qui sont les étudiants musulmans. En particulier, beaucoup de jeunes qui viennent du Levant, de Syrie et du Liban, mais aussi du Maghreb, qui étudient dans les universités françaises et qui fonctionnent exactement comme les étudiants africains
On connaît Saint-Gor, la négritude, etc. Et ces étudiants musulmans qui sont, il y a aussi des chrétiens d'ailleurs, parmi ceux qui viennent du Proche-Orient, vont être des idéologues et beaucoup d'entre eux seront ensuite des hommes politiques de première importance dans toute l'histoire du Proche-Orient ou du Maghreb après 1945. Alors évidemment, les autorités françaises se méfient beaucoup de ces jeunes gens parce que eux, ils ont une formation politique, intellectuelle. C'est pas la même chose que ces ouvriers plus ou moins encadrés par des mouvements divers. Alors là, on a parlé évidemment des universitaires chaires coloniales parce qu'ils étaient financés par le système colonial. Ce sont aussi des conseillers du prince, vous l'avez compris, ils sont partout, ils créent des institutions, des commissions, ils font des... Mais ils pensent aussi. Alors Robert Montaigne est absolument essentiel dans l'histoire de la pensée sociologique parce qu'à partir de sa thèse sur les Berbères va naître toute un plan de la sociologie, ou surtout de l'anthropologie contemporaine, qui est donc la thèse de l'homme segmentaire, enfin de la théorie du segmentarisme, qui sera ensuite repris par des grands anthropologues anglais ou américains comme Gellner, mais c'est Montaigne qui fait la première théorisation de la théorie segmentaire en anthropologie, et donc il est très important, indépendamment de son rôle politique et autres que nous avons évoqué ici, il est évidemment quelqu'un de très important dans l'histoire de l'évolution de la pensée sociologique, pas seulement en France, mais dans l'ensemble, disons, de l'anthropologie. C'est un des grands hommes de l'histoire de l'anthropologie au XXe siècle, même si on a tendance aujourd'hui à l'oublier. Alors Massignon, évidemment, plus le temps passe, plus il va accentuer son approche religieuse et mystique des problèmes. Alors on pourrait encore continuer parce que c'est un sujet de telle richesse et vous comprenez aussi de telle importance. Pour nous, bon, il faut comprendre aussi que vont émerger d'autres hommes à partir de la Seconde Guerre mondiale. Un qui sera évidemment à la confluence de tous ces milieux parce qu'il les connaît depuis longtemps, comme le général Catroux, qui sera le rapporteur des réformes musulmanes en 1944. Quelqu'un comme Georges Gorce, qui en 1945 sera secrétaire d'État aux affaires musulmanes dans le premier gouvernement de la 4e République. Il y avait un secrétariat d'État aux affaires musulmanes. Et puis, évidemment, tout ça va agoniser lentement parce que vous avez un milieu qui se déchire sur la question de l'indépendance de la Tunisie et du Maroc, et puis le drame pour tous, c'est la guerre d'Algérie. Et donc en 1962, on va entrer dans une phase d'amnésie. Et tous ces merveilleux dispositifs que la 3e puis la 4e République avaient constitués pour gérer les questions musulmanes vont brusquement disparaître. Et la 5e République commençante du général de Gaulle ne voudra plus entendre parler que d'arabe, puisqu'il n'est pas question qu'on puisse penser islam à partir du milieu des années 60. Alors, il nous reste un peu de temps et nous sommes là pour répondre à vos questions que je pense tout à fait nombreuses. Et surtout, vous n'avez maintenant plus aucune excuse pour ne pas acheter le livre. Attendez, on va prendre le micro. Merci. Deux petites questions. Bonsoir d'abord. Puisqu'on parle de personnalité, Henri Terrasse n'a pas été évoqué. Est-ce que ce n'est pas une autre génération? D'une part. D'autre part, un autre personnage qui a joué le rôle avant terme de lobbyiste, un certain Charles de Foucault. Dans les années, bien avant le traité de Fès en 1919, il poussait un petit peu à re-christianiser un petit peu ces berbères. Ces deux personnages n'ont pas été évoqués. Oui, enfin, voilà, le sujet était limité à 1911, mais je peux vous répondre, en fait, que ce soit Robert Montaigne ou Massignon,
Les deux ont côtoyé Charles de Foucault. Et Massignon a reçu une grande partie de sa formation de Charles de Foucault, et le projet effectivement de christianiser les Berbères, lui, Massignon, le reconnaît dans un courrier que j'ai reproduit dans le livre en 1952, que le père Charles de Foucault se trompait complètement à ce sujet-là, mais auquel lui-même avait adhéré. Parce qu'on partait du principe que les Berbères étaient mal islamisés ou peu islamisés. En tout cas, leur manière de pratiquer le culte ne répondait pas à l'imaginaire, si vous voulez, qu'on avait de la pratique musulmane orthodoxe. En tout cas, celle qu'on voyait dans la cour ottomane ou dans les cours marocaines ou égyptiennes. Quant à Terrasse, il a fait partie de la première équipe montane, oui. Oui, avec Hardy et d'autres. Bellers. Voilà, Bellers. Bonjour madame, Bonsoir. vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Merci pour cet exposé très nourri. Je voudrais revenir sur la question de l'octroi de la citoyenneté en Algérie. En fait, l'Algérie est devenue... Il y a eu la création de 3 départements français inscrits dans la Constitution de 1848. Donc en termes de droit constitutionnel, normalement, les Français musulmans, comme on disait, auraient dû avoir automatiquement la citoyenneté. Donc il y a eu une exception qui a été faite. Et vous avez dit qu'en fait, si je me souviens bien, jusqu'en 1923, le gouvernement à Paris était favorable à l'octroi de cette citoyenneté, cette pleine citoyenneté, et qu'il y avait une résistance des gouvernements en Algérie, en fait. En fait, le pouvoir vient au Parlement français pour prendre cette décision. Comment expliquez-vous que quelques lobbies puissent freiner à ce point l'octroi de la citoyenneté qui aurait dû être votée au Parlement? Oui, en fait, alors la précision, c'est la citoyenneté. En fait, les musulmans algériens n'auront la pleine citoyenneté qu'en 1947, c'est-à-dire très tard, après la Seconde Guerre mondiale. Pendant 47. Le statut, voilà, c'est pas la même chose. Donc, en ce qui concerne les individus, c'est 47 la citoyenneté à l'ensemble des Algériens musulmans. La discussion qui va avoir lieu pendant toute cette période-là, et surtout après les années 20, c'est une question de lobbying, c'est-à-dire qu'à un moment, le lobby colonial l'emporte, plus les colons sur place. Voilà. Donc, elle bute vraiment sur... Mais la question est présentée, défendue par un certain nombre de députés. Elle est défendue également par un certain nombre de sénateurs. Mais on en vient toujours à la question du vote, qui ne se fait pas à la dernière minute, pour des tas de raisons, aussi bien économiques, sociales, de lobbying, qui sont là. Et puis on est face à une population qu'on maintenait pratiquement... Je veux dire, on a beaucoup de mal à le dire aujourd'hui ou simplement à le reconnaître. C'est une situation d'apartheid. Et puis il y avait un autre point qui était absolument essentiel. On se fondait sur la déclaration de 1830 dans laquelle la France garantissait la sécurité, enfin, la continuité du culte musulman en Algérie. Et donc à partir de là, la France avait reconnu l'existence d'un statut musulman qu'il avait d'ailleurs inventé. Et donc les juristes de l'université d'Alger avaient inventé quelque chose de formidable qui s'appelle le droit musulman, qui n'existait pas avant. Puisque les tribunaux français jugeaient sur le droit musulman tel qu'il avait été codifié par les universitaires français
de l'université d'Alger. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le droit musulman faisait partie du droit français. Il y avait le droit civil, disons le code civil, et puis vous aviez dans l'Empire français le droit musulman, avec un problème qu'on n'arrivait pas à trancher durant toutes ces périodes. Les immigrés algériens, ou maghrébins en façon générale, étaient de droit de musulmans à l'intérieur de la métropole. Donc ça posait des tas de problèmes juridiques. Donc ce qu'on appelait la naturalisation était l'abandon par les musulmans de leur statut musulman pour passer au statut civil français. Et alors, là, les historiens, ils voient des choses extraordinaires. Je veux dire, le coup de choc de 1962 est tel qu'on ne fait pas attention. Et il y a donc un obscur sous-directeur au ministère de l'Intérieur, en juillet 62, qui fait passer une circulaire à l'ensemble des préfectures françaises de métropole. Puisque l'Algérie est indépendante, le droit musulman cesse d'exister en territoire français. Et automatiquement, tous les musulmans qui sont de citoyenneté française passent en droit civil en juillet 1962 dans le territoire métropolitain. Il n'y a même pas eu une décision gouvernementale. Apparemment, c'est un sous-directeur qui a envoyé la circulaire tout seul, d'après ce qu'on peut reconstituer. Alors, le droit musulman a continué d'exister dans le droit français jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est en train d'être supprimé à Mayotte, qui était le dernier territoire où le droit musulman était appliqué dans la République française. D'autres questions ? Bonsoir et merci pour vos deux exposés. Alors, on a beaucoup parlé de Louis Massignon et vous, Monsieur Henri Lorenz, vous avez parlé de cette association de jeunes étudiants dans les années 30 qui arrive en France. Donc cette association, elle a un nom, elle s'appelle l'AEMNA, l'Association des étudiants musulmans nord-africains. Et des Syriens qui arrivent. Exactement, qui seront en lien avec certains disciples de Chekib Arslan. Et c'est à ce moment-là que s'opère une certaine jonction idéologique au milieu des années 30. Alors, moi, j'aimerais parler d'un intellectuel musulman sur lequel j'effectue un certain nombre de travaux universitaires, qui s'appelle Malek Benabi. Donc, c'est un intellectuel algérien, il est né en 1905, il est mort en 1973 à Alger. Il est né dans une famille qui travaillait pour l'administration coloniale à Constantine et Tébessa. Son père lui-même était auxiliaire de justice musulmane dans l'administration coloniale et lui-même a fait des études et a exercé quelques années. N'ayant pas trouvé d'emploi, il vient en 1930 à Paris. Et à Paris, il côtoie cette association des étudiants musulmans nord-africains. Et il côtoie également Louis Massignon. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ses mémoires avant de devenir grand intellectuel ou grand idéologue selon les points de vue? Qu'est-ce qu'il dit dans les années 30 concernant Louis Massignon? Il reconnaît que c'est un éminent orientaliste. Il assiste d'ailleurs, il le reconnaît, à toutes ses conférences dans Paris. Mais en même temps, il dit de lui qu'il était un petit peu fourbe. Et sa fourberie s'exprimait dans le choix et ses préférences parmi ses étudiants qu'il côtoyait, notamment du Maghreb, et sa préférence pour des étudiants algériens kabyles, au détriment des étudiants maghrébins qui pouvaient être panarabistes ou panislamistes. Il disait également de lui qu'il était également très proche des services de police, rue Lecomte, vous en avez parlé tout à l'heure. Et en même temps, ce qui est aussi intéressant et qui fait lien avec votre ouvrage, c'est qu'il a la conviction, et il en parle, on a des écrits, que Louis Massignon est lié à des congrégations chrétiennes et qu'il n'obéit pas uniquement en tant qu'homme d'État ou en tant qu'intellectuel. Il y a un lien vraiment avec le catholicisme et ça fait le lien avec la thématique de votre ouvrage. Donc je pense que c'est également peut-être intéressant aussi de s'intéresser à ceux qui vivaient, ceux qui faisaient l'expérience de la politique musulmane, ces jeunes intellectuels musulmans qui étaient extrêmement intéressants parce qu'ils ont eu un avis, ils ont pratiqué, ils ont eu l'expérience également de cette politique musulmane. On disait tout à l'heure qu'il y avait ces intellectuels, qu'il y a une organisation, il y a une histoire, mais il y a aussi des rapports humains.
Et il y a des gens qui, à travers ces rapports humains, pouvaient faire aussi preuve de clairvoyance. Donc voilà, un petit témoignage en complément de ce qui a été dit. En tout cas, merci beaucoup. Juste pour la précision, en ce qui concerne Louis Massignon et les congrégations religieuses chrétiennes, je veux dire que ce soit Massignon, Robert Montane ou à peu près une grande partie de ceux qui s'occupaient de l'Empire. Et ce n'est pas étonnant. Je veux dire, on pense que la loi 1905 a fait des Français des athées ou des non-pratiquants. Ce n'est pas vrai. Je veux dire, il y a une culture, il y a une tradition dans les familles qui continue. Enfin, donc les gens appartiennent à des congrégations. Et Robert Montane, comme l'ensemble, Louis Massignon, comme Hardy, comme Terrasse, enfin beaucoup d'autres, se retrouvent tous les ans à partir de 1930 dans les semaines sociales de l'Église catholique. Donc, c'est un grand congrès annuel de l'Église catholique qui dure une semaine, où on discute un certain nombre de problématiques concernant le monde. Et dans les années 30, c'est la question coloniale qui est posée, la question de la légitimité de la question coloniale. Alors, je vais parler d'un temps que les moins de 20 ans, mais même de 30 ou de 40 ou de 50, la France même de la séparation reste une France catholique. Plus de 80% des Français sont baptisés jusqu'aux années 60 dans l'Église catholique. Et l'Église catholique, elle est omniprésente dans la vie quotidienne des Français, tout à fait acceptée dans le cadre de la séparation. Et donc le modèle qui fonctionne à cette époque, c'est le modèle de l'action catholique. Doctrine sociale de l'Église, action catholique, et on sait combien l'action catholique a été importante dans l'évolution de la société française au XXe siècle. Pour mémoire, la jeunesse ouvrière catholique, chrétienne, ça a donné naissance à l'actuelle CFDT. Et la jeunesse, et surtout la jeunesse paysanne, donc la JEC, tous les pratiquement 80% des syndicats agricoles d'aujourd'hui descendent de la JEC, la jeunesse agricole chrétienne. Donc, il faut bien comprendre la puissance de ce modèle catholique dans la société française de la plus grande partie du XXe siècle. Et donc, nécessairement, ces gens de la politique musulmane qui sont eux-mêmes des catholiques sont imprégnés de ce modèle de l'action catholique et vont gérer ou essayer de gérer, de comprendre, de traiter avec les outils qu'ils ont, c'est-à-dire ceux de l'action catholique. Il ne s'agit pas de les convertir au catholicisme. Il s'agit d'appliquer ce qui est fait dans la doctrine sociale de l'Église, qui est un facteur extrêmement important. C'est une France que vous n'avez pas connue parce que ce n'est pas la France d'aujourd'hui. C'est une France où il y a d'un côté les catholiques et de l'autre côté les communistes. Et ce sont deux forces sociales puissantes qui sont des forces d'encadrement de la société. Ces deux forces se sont effritées aujourd'hui. Bon, on finit par pleurer leur disparition. Ça, c'est un autre problème. Quand on travaille sur les questions de migration, on regrette l'absence du Parti communiste. Parce que c'était lui qui avait francisé des millions de migrants durant tout le XXe siècle. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai une question qui sort un petit peu du scope historique dans lequel vous vous inscrivez. Mais pour comprendre, je pense, ce qui se passe aujourd'hui au présent, c'est important de comprendre notre histoire. Et puisque vous maîtrisez fort bien l'histoire, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la manière dont le gouvernement actuel et le gouvernement passé, récent, tentent, tant bien que mal, de structurer l'islam de France. Et est-ce que vous pensez... C'est une question touchy, c'est exprès. Que cet héritage colonial point encore, ou est-ce qu'au contraire, le gouvernement tente de s'en extraire voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, en gros, les historiens se heurtent à certains problèmes comme ceux que j'appellerais un inconscient administratif. Et un inconscient administratif peut renvoyer à des périodes très anciennes de l'histoire de l'administration.
Et il est visible que depuis un certain nombre d'années, en particulier encore aujourd'hui, beaucoup des rapports et autres qui veulent traiter de l'islam en France se structurent sur les modèles des documents de la politique musulmane de la France devant 1962, des années 40, 50 et même avant. Alors, est-ce que, ça c'est toujours les problèmes des historiens, est-ce que les gens qui font ces rapports ont lu ceux qui existaient il y a 50 ans, ou est-ce qu'ils ont les mêmes modes de pensée, donc ils sont dans des structures de reproduction. Mais il est évident que d'un côté, on retrouve énormément de choses dans les discours actuels, dans certains rapports particulièrement, qui ressemblent étrangement à ce qu'on décrivait dans la politique musulmane de la France dans les années 30, 40 et 50. La grande différence aussi, ça c'est qu'on travaille, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à centraliser. Ce qu'a fait la Troisième République avec la commission interministérielle, puis le comité méditerranéen, puis le secrétariat d'État aux affaires musulmanes, c'est qu'elle a centralisé une politique. Et donc, les 5 ou 6 ministères qui faisaient partie de la politique musulmane étaient gérés globalement, et il y avait un organisme de synthèse. Tandis qu'aujourd'hui, si vous avez une petite pratique de l'administration française, vous voyez qu'à peu près les mêmes documents sont reproduits au Quai d'Orsay, au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur. Alors, je n'ai rien contre parce que ça fait des postes pour mes étudiants. Mais c'est ce que la Troisième République a réussi à faire en 1911, la Cinquième n'a toujours pas réussi à le faire. Oui, en fait, on a le sentiment, avec ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'historique, d'un remake, pour dire les choses franchement, mais un mauvais remake. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait des gens qui étaient extrêmement compétents sur les sujets qu'ils traitaient. Qui avaient non seulement une connaissance de l'arabe, mais une connaissance des textes religieux, de l'islamologie, du fiqh, en fait, de la culture religieuse écrite et orale des musulmans. Là, mauvais remake dans le sens où aujourd'hui, vous avez des Français. Et on l'oublie, c'est-à-dire que les rapports qui circulent depuis quelques années font plusieurs amalgames. D'abord, amalgame entre islam ou musulmans et terrorisme. C'est le premier et le plus flagrant, et le dernier rapport le fait sans scrupule aucun. Le deuxième amalgame, je dirais, c'est de continuer à penser musulmans immigrés, c'est-à-dire qu'on met sous cette appellation de musulmans une population française qui n'est plus immigrée, mais qu'on pense comme étant encore, dans l'imaginaire mais les rapports, je veux dire, là, on parle de rapports de gens censés être experts de ce genre de questions. Donc, on laisse planer l'idée que c'est une immigration. Et on ne fait pas non plus la différence entre une population musulmane pratiquante, française pratiquante évidemment de son culte, qui a un certain nombre de demandes qui relèvent du religieux ou de la gestion de leur culte, et le reste de la population issue, je dirais, de pays musulmans, ou en tout cas nommés, connus ou reconnus comme tels. Donc voilà, on continue encore aujourd'hui à traiter cette question de l'islam comme à l'époque coloniale, c'est-à-dire on essaye par tous les moyens de la mettre de continuer à contrôler l'islam et à le garder sous domination de l'État, ce qui est complètement ce qui relève de l'absurde aujourd'hui. En tout cas, c'est mon avis. Dernier point quand même, alors là c'est fondamental, encore une fois,
juillet 62 est une date pivot. Tant que vous aviez le statut musulman, l'intermariage était impossible de pratique. Même si la suppression du droit musulman a permis l'intermariage. Et donc, les gens d'origine musulmane dans la société française ont un taux d'intermariage bien supérieur aux autres communautés venues de l'extérieur et entrées dans la société française. Bon, on n'arrive pas à avoir de statistiques fiables, évidemment, parce que comme ils sont citoyens français, on ne peut pas les reclasser selon des rubriques religieuses. Mais globalement, on sait que le taux d'intermariage des musulmans français est certainement beaucoup plus élevé, et surtout, c'est fait beaucoup plus rapidement que pour les communautés juives en France. Bon, donc, c'est pour ça que les questions d'aujourd'hui sont à la fois dans la continuité des questions coloniales, mais en même temps, il y a quand même cette rupture fondamentale qui est une rupture anthropologique, qui est la suppression des droits musulmans. Pas d'autres questions? Alors maintenant, elle va être là pour signer. Vous devez tous acheter le livre pour la dédicace. Hein.